chaque startup a son modèle économique. Ici, on va aborder les principaux, notamment on va s'inspirer des licornes. Une licorne étant en économie une startup valorisée à minimum 1 milliard de dollars et non cotée en bourse. Ce ne doit pas être une filiale d'un grand groupe. Donc pour ce faire, en deux parties, dans un premier temps, nous allons voir les principaux modèles économiques, puis la tarification. Donc concernant les principaux modèles économiques. Concrètement, un modèle économique répond à la simple question: comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Donc c'est un point critique ici, notamment car bon nombre de refus de financement finalement de la part de VC, donc qui sont des venture capitalistes, donc des investisseurs en capital risque, qui mettent leur argent dans des sociétés actuellement notamment non rentables. Ces refus de financement s'expliquent par le fait que le modèle économique n'est pas encore été prouvé. L'objectif pour toi et moi, en tant que créateurs de projets et donc d'idées et de sociétés, ce n'est pas de réinventer la roue. Il y a des modèles qui existent déjà, il suffit d'en choisir un nous correspondant le mieux. Je vais te citer les principaux. D'abord, nous avons le SaaS, le Software as a Service, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est hébergé globalement dans le cloud et qui est commercialisé sous forme d'abonnement, que tu payes par mois ou annuellement. Ensuite, nous avons la Marketplace, donc la place de marché, qui permet de faciliter les transactions entre vendeurs et acheteurs. Ensuite, nous avons du Pay-per-Use, le fait de payer uniquement à l'usage, donc tu payes la consommation de service ou d'un logiciel. La publicité, donc en fait, tu as un espace qui est gratuit sur lequel tu vends de la publicité pour monétiser les utilisateurs. L'exemple le plus pertinent est tout simplement YouTube. Ensuite, le modèle transactionnel, donc c'est le fait de faciliter des transactions et on prend un pourcentage sur cette transaction, donc c'est tout ce qui est modèle adopté par notamment les fintech, donc Stripe entre autres. Ensuite nous avons le hard tech, donc il y a énormément de risques technologiques ici, un horizon de vente assez long. Ensuite nous avons les enterprise, c'est du contrat qui est cher, qui est massif à destination de larges compagnies. On peut notamment citer Bloomberg, quand bien même ce n'est pas vraiment une startup, mais c'est du logiciel qui se monnaie très cher. Enfin l'e-commerce, c'est le fait tout simplement de vendre en ligne des produits. Je vais te partager en description un guide avec les KPI pertinentes pour chaque modèle économique, des tips ainsi que des exemples concrets. Pour l'instant, on se concentre sur un modèle économique, même si tu l'auras remarqué, autour de toi, certaines firmes ont plusieurs activités, plusieurs modèles économiques, mais ce n'est pas notre priorité maintenant. On ne fait que démarrer, faisons des choses simples initialement. Pour te donner un peu plus de contexte, voici les 100 plus grosses sociétés / startups issues du fameux incubateur Y Combinator, réparties en fonction de leur modèle économique. Un tiers est du SaaS, plus de 20% se basent sur le modèle transactionnel, et plus de 14% sont des marketplaces. Donc ces trois variantes, le SaaS, le transactionnel et la marketplace, représentent 3/4 des modèles économiques de ces 100 plus grosses startups. Sur les 10 plus grosses sociétés issues donc, de Y Combinator, nous avons 5 marketplaces. Donc ce sont les marketplaces sont finalement, selon cette image, les plus susceptibles de générer des winners take all, donc le vainqueur globalement de ce jeu économique rafle la mise globalement, donc à l'image d'Amazon. Mais la difficulté ici, c'est de fournir l'offre en même temps qu'on fournit la demande. Parce qu'en mettant en relation des vendeurs avec des acheteurs, il faut quand même qu'il y ait des choses à vendre et qu'il y ait des gens qui viennent pour acheter. Et initialement, quand on se lance, il n'y a rien. Mais une fois que ce problème, quand bien même crucial, est résolu, comme pour Airbnb ou également pour OpenSea, les effets de réseau sont tellement massifs que la croissance devient fulgurante et chaque nouveau client, que ce soit un vendeur ou un acheteur, apporte finalement de la valeur à toute la plateforme. Nous avons également dans ces 10 plus grosses sociétés issues de Y Combinator, 3 qui sont basées sur le modèle transactionnel, qui surperforment. Et cette surperformance de ce modèle-ci s'explique par le fait d'être au plus près des transactions. Pour te donner également un peu plus de contexte, quand on prend en réalité l'image des 100 plus grosses sociétés, toujours issues de ce fameux incubateur, un tiers sont basées sur le modèle du SaaS. Et cela s'explique par le revenu récurrent, qui est un critère idéal. En effet, le revenu devient donc prédictible. Il peut paraître surprenant que le modèle publicitaire soit si peu représenté, quand on connaît notamment Google, YouTube, Facebook et même X, qui sont basés finalement sur ce modèle publicitaire, mais en réalité, il faut de la viralité d'usage. Il faut également des effets de réseau à la manière des marketplaces, ce qui est très difficile à mettre en place. Tu l'auras constaté, ici on ne retrouve pas de service de consulting, parce que finalement, il y a un problème majeur, à savoir qu'il n'y a pas de revenus récurrents, qu'on ne peut que croître en agrandissant finalement les équipes, et donc les marges sont faibles car le personnel coûte plus cher que la simple technologie du simple logiciel. Toutefois, ne mettons pas ce modèle économique de côté parce que tout ce qui est service et consulting est idéal pour tester l'attrait d'une idée. Et moi personnellement, sur les mois à venir, c'est ce que je mettrai en place pour tester des idées de façon plus ou moins simpliste, donc via du service, via du consulting, où finalement je vends de mon temps. Donc c'est ce qu'on appelle, et on retombe sur nos pattes avec do things that don't scale, donc on fait des choses qui ne passent pas à l'échelle, parce qu'on a besoin de
tester et de prouver notre idée. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'échelle en changeant notre modèle. Tout ce qui est modèle d'affiliation, c'est également pas représenté ici, parce qu'on est encore une fois trop éloigné de la transaction, et il y a trop d'aléas qui font qu'on ne peut pas baser une société sur des entrées d'argent issues de l'affiliation. Toutefois, l'affiliation, c'est, dans mon cas, en tant que créateur de contenu en devenir, une façon pour moi, je pense, de toucher un petit peu d'argent au début. Le modèle hardware également est sous-représenté ici. Cela s'explique par le fait qu'il soit intense en capex, c'est-à-dire en investissement, et les marges, encore une fois, sont faibles. Et puis les business qui sont basés sur d'autres plateformes, même si cela est en train de changer avec tout ce qui est intelligence artificielle actuellement, et notamment les AI wrappers, c'est-à-dire des sociétés qui intègrent finalement un modèle d'intelligence artificielle, mais ce ne sont pas eux qui l'ont développé. Ils ont simplement développé l'interface, disons, et peut-être un petit peu fine-tuner certains aspects de ce modèle, mais ça s'arrête là. Donc comme je le disais précédemment, le Saint Graal ici, dans notre modèle économique, est la récurrence des revenus. Parce que si on peut prédire plus ou moins la croissance de ces revenus, et globalement sa croissance tout court, cela est très attrayant pour tout ce qui est investisseur. On a également une haute LTV, donc Lifetime Value, c'est-à-dire on peut connaître la valeur que va nous rapporter nos clients. Également, nous avons un faible CAC, donc un faible coût d'acquisition de ces clients. Toutefois, il faut délivrer de la valeur pour maintenir les utilisateurs. Et pour ce faire, il faut construire des moats. Et les moats sont tout simplement la version anglaise de nos douves, donc un trou rempli d'eau ou sinon juste laissé à l'air libre ainsi, qui constitue une première ligne de défense. Et en finance, on retrouve notamment ce concept de moat, de forteresse, et qui sous-entend qu'une firme possède un avantage distinctif par rapport à la compétition, par rapport aux challengers, et qui la protège. Et qui protège notamment sa part de marché et sa profitabilité. Et des exemples de moats ici seraient les effets de réseau, les hauts coûts de changement de solution, c'est-à-dire si de plus en plus de sociétés se lancent en ligne, ont des sites basés sur Shopify ou même utilisent tout simplement la solution Stripe pour percevoir leur paiement. Finalement, ces sociétés dépendent de ces solutions technologiques. Nous avons également de l'innovation technologique dans tout ce qui est société pour le coup Artech et Biotech, des sociétés construisant des vaccins qui ont mis entre 5 à 10 ans de développement, ne vont pas se faire disrupter du jour au lendemain. Également une société possédant de larges marges, profitabilité, bénéficie d'un mode. Et enfin, tout ce qui est croissance organique représente techniquement une protection face à la concurrence, c'est-à-dire ici du bouche à l'oreille, qui permet d'accroître la notoriété ainsi que la base clientèle, la base client d'une fameuse firme sans même avoir à dépenser d'argent. Donc un bon modèle, c'est d'aller chercher des revenus récurrents, de se focaliser sur sa rétention client, de constituer des moats, donc de se protéger et de se prémunir face à sa concurrence, d'être proche de la transaction, de croître avec la technologie et non pas ses équipes, et de posséder un modèle économique surtout qui a fait ses preuves et avec lequel tes utilisateurs seront familiers. On apportera de la complexité plus tard. Passons maintenant à la tarification, qui est un aspect également crucial, car tu apprendras ici qui veut de ton produit, à quel point ses prospects le veulent, combien de valeur tu fournis et quels sont les canaux d'acquisition que tu utilises bien ou mal et que tu aurais intérêt à développer pour acquérir plus de clients. Donc 5 conseils. Demande déjà tout d'abord à être payé. Oui, on met de côté nos peurs, on a besoin de savoir si les prospects sont prêts à payer pour notre solution ou non. Également, qui est prêt à payer pour notre solution et à quel point ils veulent payer pour. Deuxième conseil, il faut se baser sur la valeur apportée et non pas le coût auquel tu ajoutes une marge. Définissons d'abord la valeur. Pour ce faire, échange avec tes prospects. Qu'espérez-vous tirer de notre produit? Donc faire de l'argent surtout, réduire mes coûts, gagner du temps ou diminuer mes risques. Ensuite, on augmente encore et encore le prix. Une première version pour définir la valeur qu'on apporte. Une seconde stratégie pour définir ce point-ci serait d'augmenter encore et encore ton prix jusqu'à ce que tes clients se plaignent, mais continue à payer. Troisième point, attention à ne pas sous-vendre. Il ne s'agit pas de n'avoir comme différenciateur, en effet, que des prix plus bas. Parce que si tu grossis suffisamment, tu atteins un certain volume, une certaine part de marché, la concurrence le verra et n'aura qu'à baisser ses prix pour finalement te tuer. Si tu n'as que ça à apporter comme valeur des prix plus faibles, c'est risqué. Si les prospects ne sont pas prêts à payer, il y a deux possibilités également. Il manque soit de la valeur dans ton produit, donc va en ajouter, ou soit tu ne résous pas un véritable problème.
c'est juste une cerise sur un gâteau ce que tu proposes. Enfin, mon cinquième conseil, la seule raison pour avoir des prix plus faibles serait vis-à-vis de tes tout premiers clients. Donc faire un geste. Et également quand tu fais face à des clients très valorisables, comme des grands groupes. Donc dans ce cas de figure, tu pourrais en fait bénéficier énormément de leur image de marque, de leur rayonnement. Maintenant, deux façons d'augmenter les prix. Soit tu n'augmentes que les prix pour tes nouveaux utilisateurs, ou soit tu l'augmentes pour ta base cliente globale, mais uniquement accompagné par des changements majeurs, des fonctionnalités nouvelles et vraiment différenciantes. Ou sinon des nouveaux cas d'usage de ta technologie, donc qui justifieraient cette hausse. Le principal est vraiment de rester simple dans ton pricing, dans ta tarification. Je te conseillerais d'opter pour le modèle un peu traditionnel, donc des 3 plans. Un premier plan gratuit, où on teste l'objet, on voit les fonctionnalités de base. Un plan premium et un plan ultime. Donc un petit récapitulatif sur la tarification. Tout d'abord, demande à être payé. Fixe le prix en fonction de la valeur que tu apportes et non de tes coûts. Évidemment, la valeur que tu apportes est censée être supérieure à tes coûts, parce que si tu ne fais que vendre à perte, on aura un souci. Et ne vends pas trop bas. N'oublie pas que le prix n'est pas fixe. Donc comme pour le lancement du prototype, on teste et on avance. Et enfin, reste simple. Donc voilà tout. Cette fois-ci, le mot de la fin sera un petit peu différent. Donc c'était la toute dernière vidéo, donc la partie 2 plus ou moins du module 6, donc de la théorie sur les startups. Et maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc dans les mois à venir, je continuerai tout simplement à documenter mon quotidien, donc entre ma semaine, mon stage, et puis mes week-ends avec mes candidatures pour d'autres stages, mes projets. Donc tu l'auras compris, on va essayer de créer des applications, de créer des services, tout d'abord. Puis plus tard dans ma vie, évidemment, il s'agira de créer d'autres choses, de plus gros projets encore. Voilà, donc j'espère que ces quelques modules, que cette playlist sur la théorie des startups t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner. Je compte sur toi et à très vite.